L'homme a toujours été guidé par le besoin d'explorer. Qu'y a-t-il derrière la colline, après l'océan, au-delà de la planète? Cherchaient désespérément un moyen de réaffirmer leurs différences. C'est pour cela qu'ils ont commencé à considérer la circoncision non comme un rite parmi d'autres, mais comme le signe de l'alliance. Et ils ont attribué cette idée à Abraham. Des païens non circoncis avec lesquels ils ne doivent pas se mélanger. Sur cette terre étrangère, sans temple ni sacrifice, comment se racheter aux yeux de Yahvé? Pour s'assurer cette protection divine, la source paix met en avant les pratiques telles que le Shabbat. On peut observer le Shabbat loin de la terre d'Israël. Que les exilés apprennent aussi à se réunir pour prier. C'est ce qui deviendra plus tard la synagogue. À travers l'exil, qu'ils comprennent que même s'ils sont loin de chez eux, même s'ils n'ont plus de temple, ni de prêtre, ni de roi, ils parviennent cependant à servir Dieu, à lui rester fidèles et à suivre ses commandements. Ce sont les fondements du judaïsme. L'expérience de l'exil transforme l'ancien culte israélite en une religion moderne. En fusionnant les différents récits des sources J, E et D, l'Exode, de la servitude à la liberté, Moïse et les 10 commandements, le voyage d'Abraham vers la terre promise, P met en forme les 5 premiers livres de la Bible tels que nous les connaissons. Ces gens ne réécrivaient pas leur passé, ils l'inventaient. Ils n'avaient pas de passé. La Bible est donc un mythe fondateur destiné à légitimer un peuple illégitime. Un artefact attire l'attention de l'archéologue. Ça ressemblait à un mégot de cigarette. C'était un cylindre d'environ 2,5 cm de long et d'un peu plus d'1 centimètre de diamètre, manifestement en argent. Gabriel Barquet et son équipe ont dû faire un choix. Fallait-il dérouler ces amulettes ou les conserver? Ils ont décidé de prendre le risque, et on sait qu'ils ont eu raison. Le premier mot que j'ai réussi à déchiffrer au premier abord, c'était Yud et Vav He, les 4 lettres qui forment le nom imprononçable de Dieu. Un examen approfondi en révèle davantage. Il s'agit d'une prière étonnamment familière, qu'on récite encore dans les synagogues et les églises. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26. Il n'y a absolument aucun doute. Ces 2 amulettes contiennent la bénédiction sacerdotale qu'on trouve au chapitre 6 des Nombres. Ces inscriptions sont donc très importantes parce qu'elles représentent la plus ancienne référence aux écrits bibliques qu'on possède. Le contexte archéologique est très clair. On les a découvertes avec des poteries qui datent du 7e siècle avant Jésus-Christ. D'autre part, la paléographie et la forme des lettres indiquent également sans équivoque le 7e siècle. Les rouleaux d'argent avec la bénédiction sacerdotale ont été gravés 4 siècles avant les premiers manuscrits de la Mer Morte. C'est une découverte extraordinaire qui prouve qu'une partie au moins des versets de la Bible a été écrite en des temps reculés, sous le règne des descendants du roi David. L'existence d'un texte antérieur à l'exil babylonien confirme que la Bible hébraïque a bien été créée à partir de poèmes, de transmissions orales et de prières remontant à l'époque du roi Josia et de la source D, et sans doute avant, à l'époque des sources E et J.
Écrasés par les temples immenses et les statues géantes des dieux babyloniens, les Israélites doivent répondre à une question fondamentale. Pourquoi Yahvé, leur Dieu, les a-t-il abandonnés? Dans l'Antiquité, quand votre pays était détruit par des envahisseurs étrangers, cela signifiait que leur Dieu était plus puissant que le vôtre. Il semblait donc tout naturel de servir les dieux les plus puissants. Mais les survivants ont continué à vénérer Yahvé. Vient l'idée que le polythéisme a entraîné notre chute et qu'il n'y a finalement qu'un seul Dieu. Les Israélites renoncent à cette folie qu'est le polythéisme. Le monothéisme triomphe et les découvertes archéologiques prouvent. Le monothéisme est bien implanté. Il y a donc eu un événement majeur dont on a du mal à retrouver la trace. Mais cet exil a été un bouleversement radical. C'est à travers l'expérience de l'exil et de la rédaction de la Bible que le concept de Dieu tel que nous le connaissons est né. Paix a créé quelque chose qui dépassait la notion individuelle de pays et de royaume. C'était une religion universelle, basée sur un Dieu créateur, qui n'était pas le Dieu d'une nation, mais le Dieu du monde et de l'univers. La Bible raconte comment Yahvé, devenu le Dieu unique et invisible, orchestre un nouvel exode. Les rouleaux qui retracent l'histoire des Israélites et de leur Dieu constituent maintenant la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, un texte sacré pour plus de 3 milliards de personnes. Le culte archaïque est devenu une religion moderne. Et la divinité israélite Yahvé est devenue le dieu des 3 grandes religions monothéistes. Qu'elles soient réelles ou imaginaires, au croisement de la science et des textes sacrés, l'histoire commencée il y a plus de 3000 ans n'en finit pas de s'écrire. L'Allemagne s'est lancé un nouveau défi, allier puissance industrielle et respect de la nature. À l'aube du XXIe siècle, c'est le paysage d'un pays tout entier qui est en train de se transformer, pour découvrir comment une nation peut changer de visage en changeant de vision. « 24 heures pour comprendre comment les Allemands conçoivent l'avenir de leur pays, réunifié depuis 25 ans seulement. L'Allemagne est le pays le plus peuplé d'Europe, 80 millions d'habitants. Les lumières qui brillent sont celles de Hambourg, Munich, Stuttgart, Leipzig, Francfort, Cologne et bien sûr Berlin, la capitale actuelle. Au total, 11 métropoles autrefois capitales d'États indépendants et rivaux entre eux. Aujourd'hui, pôles urbains qui éclairent un territoire autant industrialisé que décentralisé. Entre les grandes villes, le flux est incessant. Berlin, Hambourg, Cologne, Francfort, Stuttgart, Munich, Düsseldorf, Dresde. Ces cités nées au Moyen-Âge avec la renaissance du commerce n'ont cessé depuis d'échanger. Routes, fleuves, chemins de fer et aujourd'hui réseaux aéroportuaires se sont interconnectés. Une nécessité pour unifier ce pays créé il y a à peine 150 ans. Connectées aux grands centres urbains, plus de 11 000 villes absorbent à elles seules 65% de la population active du pays grâce à un réseau inégalé de petites et moyennes entreprises. Au total, 2,5 millions de PME développent 2 000 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 40% du PIB allemand. Et du but de son travail, que c'est la chose qui nous fait le plus plaisir, il y a de quoi devenir parfois sentimental. En milieu de journée, contrairement à la France, l'Allemagne ne montre qu'une infime baisse d'activité. La pause déjeuner ne dure en moyenne qu'une vingtaine de minutes, et un quart des Allemands la sacrifient même volontiers. Projets et propositions se succèdent, grandes bibliothèques nationales, espaces commerciaux, habitats sociaux. À Berlin, rien n'est comme ailleurs. Les Berlinois obtiennent un référendum qui entérine leur choix. L'ancien aéroport sera un immense espace de liberté
populaire et accessible. Philippe Oswald et sa femme font partie de ceux qui profitent de la fin de journée à Tempelhof. À Berlin, c'est le contraire des autres capitales. On ne travaille pas à Berlin, on y habite. Et les gens qui vivent à Berlin sortent de la ville pour aller travailler. Ça se voit sur l'ensemble de la vie urbaine, ça se voit sur les horaires des trains. On peut sortir de Berlin le matin, mais pas le soir. Il n'y a pas de centre d'affaires à Berlin comme en ont toutes les grandes villes. Ce que les géographes appellent le Central Business District. Une zone où se trouvent les entreprises, comme la Défense à Paris par exemple, ou alors la City à Londres. On n'a pas ça à Berlin. Il n'y a que des quartiers d'habitation. Le vieil aéroport apparaît comme le symbole parfait de toutes les contradictions de l'Allemagne contemporaine. Ce pays ultra structuré, si fier de ses performances économiques et technologiques, change de visage et s'adonne un peu partout à un savoir-vivre souvent méconnu. Un pays qui dessine les contours de développements à venir et n'en finit jamais de se métamorphoser. Bien cette alternative, quelle est sa source? C'est une alternative qui puise dans des visions du monde différentes. Voilà, et qui permet donc d'opposer d'une certaine manière, bon, même si c'est un peu schématique bien sûr d'un point de vue historique, l'Antiquité et puis la modernité, en particulier celle qui commence pour nous avec le XVIe, XVIIe et surtout le XVIIIe siècle. Mais ce qui s'est passé au XVIe, XVIIe et surtout XVIIIe siècle, c'est qu'on a rompu avec le géocentrisme, c'est que l'univers est redevenu infini, c'est que... Parce qu'il y a plusieurs événements cosmologiques qui ont pu altérer, modifier sensiblement notre vision du monde. À quel épisode, quel événement, quel basculement faites-vous référence pour penser ce passage de l'accomplissement au dépassement de soi? C'est un basculement dans l'ordre des valeurs, parce qu'en fait, justement, l'infini devient une valeur, ce qu'il n'est pas dans l'Antiquité d'un certain nombre de points de vue, en particulier du point de vue de la représentation astronomique du monde. Dans un monde clos. Dans un monde clos, dans un monde où le fini, l'achevé, signifie le parfait. L'infini avec la modernité, c'est une valeur qui s'affirme et qui donc donne à l'homme une perspective précisément de se dépasser, de se prolonger, qu'il n'avait pas précédemment, puisque précédemment, on était dans cet univers clos, dans lequel, il faut le rappeler, la nature donne l'ordre, et en particulier une nature finalisée. En d'autres termes, dans un univers clos, dans une cosmologie close, l'enjeu est de trouver sa place. L'enjeu est de trouver sa place. Dans un monde rendu à son infinité, l'enjeu est de se dépasser ou de repousser indéfiniment ou infiniment les limites. Voilà, et on pourrait même dire que dans cet enjeu moderne, il s'agit de s'arracher, et en particulier de s'arracher à la nature. Tandis que dans la perspective antique, on s'inscrit dans la nature. L'image de la liberté qu'on pourrait donner pour bien comprendre cette opposition, c'est celle du nageur qui nage dans le fleuve, dans l'Antiquité, dans le sens du courant, et qui par là éprouve son aisance et donc sa liberté, tandis que dans la modernité, le même nageur nage contre le courant. Accomplit la performance de nager contre le courant. Et il éprouve sa volonté de sujet. Voilà, donc on a là une confrontation dans laquelle finalement l'histoire des pratiques corporelles a beaucoup puisé pour opposer ou on va dire concilier ce qu'on a pu appeler les gymnastiques, l'éducation physique et le sport. Logique de l'intégration donc contre une logique de l'effort. Première image, Sisyphe. Pourquoi Sisyphe? Parce qu'il m'a semblé, mais vous allez me dire ce que vous en pensez, en un sens, le destin de Sisyphe recouvrait ces deux régimes d'existence, de l'accomplissement et du dépassement de soi. Le dépassement de soi, c'est l'évidence. C'est un athlète inouï. C'est quelqu'un qui porte un caillou au sommet d'une montagne. Faut-il être fort pour faire une chose pareille? Quel exploit, quelle réussite, c'est Iron Man. C'est extraordinaire. Et dans le même temps, sa condamnation, puisque le rocher est appelé à retomber de l'autre côté, cette condamnation, cet effort est inscrit dans une circularité. Voilà. Qui relève davantage, pour le coup, d'une cosmologie antique. Est-ce que Sisyphe relève de ces deux régimes? Alors, Sisyphe relève de ces deux régimes, et je dirais même que le sportif moderne, en particulier le compétiteur, peut aussi puiser dans cet exemple-là, avec cette différence que, finalement, la circularité qu'éprouve Sisyphe comme une sorte d'impuissance est vécue différemment aujourd'hui, parce qu'on n'est plus dans un temps circulaire, on est dans une projection, on est dans une capitalisation sur soi, qui fait que, finalement, la performance sportive
sportive est emblématique de cette projection dans un temps beaucoup plus rectiligne, beaucoup plus chrétien, qu'il n'a pu l'être dans la représentation antique. Donc il y a finalement des emprunts et puis des différences. Mais alors par exemple, quand un alpiniste chevronné accomplit une performance, c'est-à-dire escalade une montagne en très peu de temps, le fait à toute vitesse, ce qui est tout à fait remarquable, donc il accomplit une performance. Dans le même temps, la façon que l'on a de filmer cette performance, de la mettre en scène, de la raconter, de la décrire, la façon qu'en général l'athlète lui-même a de raconter son propre exploit, la façon dont il raconte son propre exploit, relève davantage, pour le coup, d'un respect de la nature, d'une intégration dans l'harmonie, une façon d'aimer les éléments. D'ailleurs, bien bon nombre d'athlètes deviennent ensuite les porte-parole ou les représentants de la préservation du système qui leur a permis, eux, d'accomplir un effort. Oui, et témoigne en même temps de la sportivisation des mœurs et des corps, puisque on va calculer, on va quantifier, on va comptabiliser, on va filmer, et précisément comme vous le dites, on va inscrire cette ascension dans le registre d'une performance. Ce que n'étaient pas les premiers, ce à quoi n'appartenaient pas les premiers alpinistes, ce registre vraiment où l'on va mesurer, notamment dans le temps, l'accomplissement de leur exploit. Là, il y a quelque chose qui est quand même profondément moderne, dans lequel on voit des activités comme l'escalade à main nue, par exemple. En solo, sans protection. S'insérer par l'idée et la représentation d'une perfection, alors que là, on a précisément la perfection qui est définie par l'idée de progrès. Voilà. Et sous-entendu d'un progrès indéfini, infini. Donc ici, l'idée de progrès est en quelque sorte circonscrite dans la possibilité de cette perfection, même si elle est très difficile à atteindre, tandis que là, eh bien, l'idée de progrès donne la voie, donne une orientation à la perfection. D'une certaine façon, c'est une perfection qui est toujours inachevée, c'est-à-dire c'est pas une perfectibilité. Voilà. C'est pas une perfection, c'est une perfectibilité. Voilà. C'est-à-dire que c'est sans fin. C'est la quête indéfinie qui consiste d'ailleurs, dont la meilleure image est de repousser indéfiniment la distance à laquelle cet homme ou d'autres sont capables de lancer le poids. C'est bien sûr là toute la différence. Cette idée de perfectibilité qui prend son essor vraiment au XVIIIe siècle avec Rousseau et bien sûr tous les auteurs qui sont à la charnière du XVIIIe. C'est Rousseau qui a inventé ce mot, hein, la perfectibilité. Rousseau invente le mot, il invente aussi l'ambivalence de la perfectibilité, c'est-à-dire on peut à la fois, en réalité la perfectibilité c'est une capacité de se transformer, on peut le faire en bien et en mal, c'est une mobilité. Rappelons juste en un mot très rapidement, hein, l'exemple de Rousseau, ça marche comme ça. Un animal végétarien, dit Rousseau, enseigne Rousseau, se laisse mourir de faim sur un tas de viande, alors que l'homme, lui, est capable de changer ses habitudes, de sorte que l'homme peut avoir une histoire, alors que les fourmis vivent aujourd'hui ici. Voilà. Hein, il est achevé, lui. Voilà. Il ne veut pas avoir les bras plus gros, il ne veut pas lancer le disque plus loin. Voilà. La perfectibilité de l'homme, en particulier donc à l'infini, n'est pas une valeur antique. Voilà. Alors, on peut dire que finalement les athlètes à Olympie se sont dépassés, on peut dire qu'ils ont atteint d'une certaine manière le statut de demi-dieu et leurs statues sont érigés sur la grande allée qui mène au stade d'Olympie, mais pour autant, dans ce contexte de pensée-là, la perfectibilité de l'homme à l'infini n'est pas une valeur. Voilà. Elle est même plutôt la représentation d'une transgression qui serait transgression de la nature. Alors ici, on a un personnage dont les proportions sont parfaites. Rien de trop. Hein. Rien de trop, c'est l'adage de la sculpture, de la statuaire grecque. Rien de trop. Tout est parfaitement proportionné. Il obéit au canon d'une perfection. Parce que l'individu, il y a un isomorphisme chez les Grecs, une homogénéité de forme entre l'individu, la cité et le cosmos. Et donc l'individu doit dans son corps incarner cette perfection que l'on présume être celle de l'univers. Et l'art doit l'incarner aussi. Et l'art a pour fonction naturellement de l'incarner également. Si l'on pratiquait la même méthode, si l'on parlait d'isomorphisme ici, entre le corps de l'athlète et le monde lui-même, c'est pas absurde non plus. On pourrait considérer d'une certaine manière que notre modernité ressemble à Ralph Bartels bien davantage qu'au disco-ball. Voilà, tout à fait.
Parce que c'est pas seulement la photo de quelqu'un, c'est la photo d'un monde. Voilà, animer ce monde ou cette personne par la notion d'amélioration et d'amélioration de l'humain. Il faut quand même rappeler qu'au moment où cette idée de perfectibilité prend son essor et donc sous-entendu l'amélioration de l'humain, ça contredit quand même deux idées fortes antérieures, c'est-à-dire la perfection de la nature et la perfection divine, qui pouvaient accompagner la représentation de l'homme. À partir du moment où on dit perfectibilité ou amélioration, ça signifie finalement cet arrachement dont on parlait à l'instant, à la nature, et donc cet arrachement à la limite. Ce qu'on voit là dans cette image, c'est finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'hypertrophie, presque parfois dans certains sports de la monstruosité. Quelque chose... Ce qui est quand même étrange, c'est que l'arrachement à la nature culmine, vous avez employé le mot, on ne parle pas de lui ici, mais dans un retour de la monstruosité, alors que ici, l'inscription dans la nature culmine dans une perfection formelle, dans une perfection physique, ce qui est quand même très étrange. C'est à peu près contradictoire, non? Voilà. Alors c'est finalement cette contradiction qui anime le débat entre l'Antiquité et la modernité. Pourquoi ce débat? Parce que bien souvent, on a finalement le réflexe d'inclure, d'insérer ces images-là dans une origine antique. Et finalement, on dit le sport, on dit l'olympisme, on dit les Jeux olympiques. On dit que finalement, ce disco-ball et ce lanceur de poids ont des similarités dans leur pratique. Et c'est vrai, parce que c'est notre histoire.